Tu te souviens de la dernière fois où tu as surréagi. Peut-être que c'était une remarque anodine de quelqu'un que tu aimes et tu t'es effondré ou tu t'es fermé complètement ou tu as dit des choses que tu ne pensais pas vraiment. Peut-être que c'était une situation au travail, une critique, un silence de trop, quelqu'un qui n'a pas répondu à ton message assez vite et ta réaction était disproportionnée. Tu le savais même pendant que ça se passait, mais tu pouvais pas t'arrêter. Et après, quand tout s'était calmé, tu t'es regardé et t'as pensé pourquoi j'ai réagi comme ça. C'était pas moi, mais c'était toi. Juste pas le toi d'aujourd'hui. C'était un toi beaucoup plus ancien. Un toi qui avait 5 ans ou 7 ans ou 10 ans et qui avait appris dans une situation précise que cette chose-là, ce silence, cette critique, cet abandon, cette injustice était dangereuse. Et ce toi-là a enregistré une réponse, une stratégie de survie émotionnelle. Et des années plus tard, dans un contexte complètement différent, cette stratégie s'est réactivée automatiquement, sans te demander ton avis. C'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Et ce que personne ne t'a dit, c'est que cette biologie est documentée, précise, et c'est la bonne nouvelle modifiable. Pas effaçable, pas ignorable, mais modifiable, à condition de comprendre d'abord ce qu'on cherche à modifier. Et cet audiolivre est là pour te montrer exactement comment ça fonctionne. Pas pour te donner des techniques de respiration, pas pour te dire de lâcher prise, mais pour rendre visible quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué, comment ton enfance a écrit le code source de ta vie émotionnelle, et comment tu peux enfin commencer à le lire. Il y a quelque chose que les neuroscientifiques savent depuis plusieurs décennies et qui n'a jamais vraiment filtré dans la façon dont on parle de psychologie au grand public. Avant l'âge de 7 ans environ, le cerveau humain fonctionne dans un état de conscience fondamentalement différent de celui de l'adulte. Il opère principalement en ondes θ, le même état que tu atteins juste avant de t'endormir, ou dans une méditation profonde. C'est un état d'hypersuggestibilité, un état dans lequel le cerveau enregistre tout ce qui se passe autour de lui, sans filtre critique, sans recul, sans la capacité de se dire peut être que cette interprétation n'est pas la seule possible. Tout ce qu'un enfant vit avant 7 ans s'imprime comme vérité absolue. Pas comme mon père était fatigué ce soir-là, pas comme ma mère traversait une période difficile, mais comme je ne suis pas assez important. Je dois mériter l'amour. Si je montre ce que je ressens vraiment, quelque chose de mauvais va arriver. Je suis trop. Je ne suis pas assez. Le monde n'est pas safe. Ces croyances ne sont pas conscientes. Elles ne se formulent pas. Elles s'installent dans le corps, dans le système nerveux, dans les réflexes émotionnels, comme un logiciel qui tourne en arrière-plan. Et elles continuent de tourner 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, pendant que tu gères une réunion, pendant que tu aimes quelqu'un, pendant que tu élèves tes propres enfants. Ce programme caché explique plus de choses sur ta vie que toutes tes décisions conscientes réunies. Les chercheurs en psychologie du développement Bruce Lipton, Daniel Siegel et d'autres ont documenté ce phénomène avec une précision croissante. Bruce Lipton, biologiste cellulaire, décrit les premières années de vie comme une période de téléchargement, exactement comme installer un système d'exploitation sur un ordinateur vierge. Tout ce qui est téléchargé pendant cette période devient le filtre à travers lequel on interprète le reste de la vie. Et comme tout filtre, il est invisible à celui qui le porte. Tu ne vois pas ton programme, tu vois le monde à travers lui, il explique pourquoi tu choisis certaines personnes, pourquoi tu quittes certaines situations avant qu'elles te quittent, pourquoi tu travailles si dur pour mériter ce que d'autres reçoivent naturellement, pourquoi certains sujets de conversation te ferment instantanément, pourquoi tu as du mal à recevoir, pourquoi tu donnes trop. C'est pas ton caractère, c'est ton histoire. Et il y a une différence cruciale entre les deux. Parce que le caractère, tu le défends, l'histoire, tu peux la comprendre. Et comprendre, c'est le début de tout. Ce que cet audiolivre va faire, c'est traverser cette histoire avec toi. Pas pour t'y enfermer, pour t'en libérer. On va nommer les mécanismes, on va regarder les blessures, on va parler de ce que le corps garde en mémoire quand l'esprit a essayé d'oublier. Et on va parler de ce qui est possible, concrètement possible, neurologiquement documenté, quand on décide enfin de regarder en face ce qui a toujours tourné en arrière-plan. C'est pas un audiolivre sur ton passé. C'est un audiolivre sur ce que ton passé fait à ton présent et sur ce que tu peux décider de faire avec ça maintenant. Chapitre 1. L'enfant qui a eu peur. Il faut qu'on commence par le cerveau, parce que tout commence là. Un enfant qui naît arrive dans le monde avec un système nerveux immature et une dépendance totale. Totale dans le sens littéral, un nourrisson ne peut pas survivre seul. Et le cerveau, qui est une machine à survivre avant d'être une machine à penser, enregistre cette réalité avec une précision absolue. Les personnes
autour de moi déterminent si je vis ou si je meurs. Ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils me font ressentir, comment ils réagissent quand je pleure ou quand je ris, tout ça, est une question de survie. Ce n'est pas métaphorique, c'est physiologique. Un enfant ne choisit pas ses parents, ne choisit pas son environnement, ne choisit pas les événements qui vont marquer ses premières années. Et il n'a aucun recul, aucun outil pour relativiser ce qu'il vit. Il n'a pas accès à la phrase que toi tu peux te dire en adulte, cette personne traversait une période difficile où cette situation n'était pas personnelle. Pour lui, tout est personnel, tout le concerne directement. Et tout devient une vérité sur lui-même et sur le monde. Le cerveau d'un enfant de 2 à 7 ans fonctionne principalement en ondes θ. Pour te donner une référence, les adultes produisent des ondes θ dans des états de relaxation profonde ou d'hypnose légère. C'est un état dans lequel le cerveau est extrêmement réceptif, comme une éponge qui absorbe sans filtrer. Pas de cortex préfrontal pleinement actif, pas de pensée critique, pas de capacité à relativiser ou à contextualiser. Juste l'absorption brute de tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est la famille. C'est la cour d'école. C'est les premières fois. La première fois qu'on se moque de toi. La première fois qu'on ne te croit pas. La première fois que tu exprimes une émotion et qu'on te dit d'arrêter. La première fois que tu sens qu'on t'aime plus quand tu te tais. La première fois que tu découvres que la maison peut ne pas être safe. Chaque expérience émotionnelle intense de cette période s'imprime dans l'amygdale, la structure cérébrale qui traite les émotions et les menaces. Et l'amygdale classe. Elle dit « cette situation ressemble à quelque chose de dangereux ». Elle encode une réponse. Et la prochaine fois qu'une situation similaire se présente même 20 ans plus tard, même dans un contexte totalement différent, elle déclenche la même réponse, automatiquement. Avant que ton cortex préfrontal ait eu le temps de traiter ce qui se passe vraiment, il faut aussi comprendre quelque chose d'important sur la façon dont ces empreintes se forment. Elles ne nécessitent pas de grandes tragédies, elles ne nécessitent pas d'abus manifestes, de violence, de négligence sévère, elles se forment dans les micro-moments du quotidien, dans la façon dont un parent réagit quand l'enfant pleure, dans la répétition de certains messages dits ou non dits, dans l'atmosphère générale de la maison safe ou imprévisible, chaleureuse ou froide, permissive ou rigide. Les chercheurs parlent de petits traumatismes des événements qui, pris isolément, sembleraient anodins, mais dont la répétition crée une empreinte aussi profonde qu'un traumatisme plus visible. Clara a 34 ans, elle est architecte à Bordeaux. Elle m'a dit un jour, chaque fois que mon chef me fait une remarque, même gentille, mon cœur s'emballe et j'ai envie de disparaître. Et quand on a commencé à explorer d'où ça venait, elle a retrouvé une scène précise. Elle avait 7 ans. Elle avait ramené un dessin à la maison, fière. Son père avait regardé le dessin et dit, sans malice, « C'est pas terrible ». Il avait déjà oublié 5 minutes après. Clara, elle, n'a jamais oublié. Pas consciemment, mais son amygdale, oui. Et depuis, chaque évaluation de son travail ressemble à ce moment-là. Ce n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est l'histoire de tout le monde, sous des formes différentes. Parce que personne n'a eu une enfance parfaite. Pas parce que nos parents étaient mauvais dans la plupart des cas. Ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Mais parce que aucun adulte ne peut être parfaitement attentif, parfaitement disponible, parfaitement régulé émotionnellement, en permanence. Et pour un enfant dont le cerveau enregistre tout comme vérité absolue, même les moments ordinaires de distraction, de fatigue ou de maladresse peuvent s'imprimer comme des blessures. Ce n'est pas de la faute de personne. Mais ce sont des faits. Et les faits ont des conséquences. Chapitre 2. Les 5 blessures. La psychologue Lise Bourbeau a passé des décennies à travailler avec des milliers de personnes sur leurs blessures émotionnelles d'enfance. Et elle a identifié 5 blessures fondamentales, 5 patterns de souffrance qui apparaissent encore et encore, indépendamment de la culture, de l'origine, du milieu social. 5 façons dont un enfant peut être blessé. Et 5 façons dont cet adulte va se comporter pour ne plus jamais ressentir cette douleur-là. La première blessure, c'est le rejet. L'enfant qui se sent rejeté a eu l'impression, à un moment ou à plusieurs moments de son enfance, qu'il n'avait pas le droit d'exister, que sa présence était de trop, que les autres, ses parents, ses frères et sœurs, ses camarades auraient été mieux sans lui. C'est pas forcément quelque chose qui lui a été dit explicitement. Parfois, c'était dans un regard, dans une absence, dans une préférence évidente pour quelqu'un d'autre. L'adulte qui porte cette blessure a souvent développé ce que Bourbeau appelle le masque du fuyard. Il disparaît, il s'efface, il préfère ne pas prendre de place plutôt que risquer d'être rejeté. Il a souvent du mal à s'affirmer, à demander, à rester dans une relation quand ça devient difficile. Parfois, il part avant d'être quitté, parce que partir, ça fait moins mal que d'être abandonné. La deuxième blessure, c'est l'abandon. Différente du rejet ici,
L'enfant sentait que les personnes dont il avait besoin n'étaient pas là. Pas forcément absentes physiquement, mais émotionnellement indisponibles. Un parent dépressif, un parent qui travaillait tout le temps. Un parent qui était là physiquement, mais ailleurs dans sa tête. L'enfant qui a vécu ça a appris que les gens qu'on aime finissent par partir, par se retirer, par ne pas être vraiment là quand on en a besoin. L'adulte qui porte cette blessure devient souvent dépendant émotionnellement. Il cherche en permanence à s'assurer que l'autre va rester. Il accepte des comportements qu'il ne devrait pas accepter parce que partir, lui, semble plus terrifiant que souffrir. Il fait beaucoup pour les autres, non pas par générosité pure, mais parce que il pense inconsciemment que si je suis assez utile, assez présent, assez indispensable, tu ne me quitteras pas. La troisième blessure, c'est l'humiliation. L'enfant qui s'est senti humilié a eu honte de lui-même, de son corps, de ses émotions, de ses besoins. Peut être qu'on se moquait de lui quand il pleurait, peut être qu'on lui disait qu'il était trop sensible, trop fort, trop lent, trop maladroit, peut être qu'on le ridiculisait devant les autres. Et l'enfant a conclu « Mes besoins sont honteux. Ce que je ressens est honteux. Moi, je suis honteux. » L'adulte qui porte cette blessure oscille souvent entre deux extrêmes, soit il se fait tout petit, soit il devient le bouffon qui rit de lui-même avant que les autres le fassent. Il a souvent du mal à recevoir des compliments, il minimise ses réussites, il se sabote parfois juste avant d'atteindre quelque chose d'important. Parce qu'une partie de lui ne croit pas qu'il mérite de réussir. La quatrième blessure, c'est la trahison. L'enfant qui a été trahi a fait confiance à quelqu'un, un parent, un frère, un ami proche, et cette personne n'a pas tenu sa parole. Ou a menti, ou a utilisé quelque chose que l'enfant lui avait confié pour le blesser. La blessure de trahison installe une conviction profonde. On ne peut pas vraiment faire confiance aux gens. Les promesses ne signifient rien. Si tu veux que quelque chose soit fait, fais-le toi-même. L'adulte qui porte cette blessure devient souvent contrôlant. Il a du mal à déléguer. Il vérifie. Il anticipe les défaillances des autres. Il peut paraître fort et indépendant, et il l'est d'une certaine façon, mais en réalité, il ne laisse personne vraiment entrer. Parce que laisser entrer quelqu'un, c'est risquer d'être trahi à nouveau. Il y a quelque chose que je veux ajouter sur la blessure de trahison, parce qu'elle est souvent mal comprise. On la confond avec le fait d'avoir été trahi par une action spectaculaire, une infidélité, un mensonge flagrant. Mais souvent, la blessure de trahison vient de choses beaucoup plus subtiles. Un parent qui parlait de toi à d'autres sans ton consentement. Un adulte qui utilisait tes confidences contre toi dans les disputes. Quelqu'un qui te promettait des choses sans jamais les tenir, pas par malveillance, mais par inconsistance. L'enfant qui a grandi dans ce contexte a appris quelque chose de fondamental. Les mots des gens ne correspondent pas à leurs actes. Et cette leçon-là, elle marque. La cinquième blessure, c'est l'injustice. L'enfant qui a vécu l'injustice a grandi dans un environnement où les règles n'étaient pas claires ou pas appliquées équitablement, où on lui demandait d'être parfait sans lui expliquer pourquoi, où la critique était constante et les compliments rares, où il avait l'impression de ne jamais faire assez bien, quoi qu'il fasse. L'enfant a conclu « Le monde est injuste et la seule façon de survivre, c'est d'être rigoureux, perfectionniste, intransigeant avec moi-même. » L'adulte qui porte cette blessure se met souvent une pression énorme. Il est exigeant avec lui-même et parfois avec les autres. Il a du mal à demander de l'aide parce que demander, c'est admettre une faillibilité. Il peut paraître froid ou distant non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à ne rien laisser paraître. Il faut mentionner quelque chose d'important sur ces blessures. Elles ne sont pas des identités permanentes. Elles ne te définissent pas. Elles décrivent ce que tu portes pas, ce que tu es. Et souvent, les mêmes blessures qui ont créé tes plus grandes difficultés ont aussi forgé tes plus grandes forces. L'enfant blessé par le rejet a souvent développé une empathie extraordinaire. Celui blessé par l'injustice a souvent une intégrité à toute épreuve. Celui blessé par l'abandon a souvent une capacité de loyauté rare. La blessure et le don viennent du même endroit. Nous portons rarement une seule blessure. Souvent 2 ou 3 s'imbriquent. Et reconnaître la tienne, vraiment la reconnaître, sans te défendre et sans te juger, c'est le premier acte de liberté. Chapitre 3. Tes réactions ne t'appartiennent pas. Parlons maintenant de ce qui se passe dans ton cerveau au moment précis où tu surréagis. Il y a une structure dans ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. C'est 2 petites masses en forme d'amande, une de chaque côté du cerveau, situées dans le système limbique, la partie ancienne, émotionnelle, non verbale du cerveau. Et l'amygdale a une fonction très précise, surveiller en permanence l'environnement à la recherche de menaces. Comme un détecteur de fumée qui fonctionne 24 heures sur 24. Quand l'amygdale détecte quelque chose qui ressemble à une menace,
Elle déclenche une réponse d'urgence avant même que l'information ait atteint ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau. En quelques millisecondes, ton corps est en mode survie. Rythme cardiaque accéléré, adrénaline, cortisol, le sang quitte les fonctions cognitives supérieures pour aller vers les muscles. Tu es prêt à fuir, à te battre ou à te figer. Ce mécanisme a sauvé des millions de vies au fil de l'évolution, mais il a un problème majeur. Il ne distingue pas très bien les vraies menaces des situations qui leur ressemblent. Quand ton amygdale a enregistré pendant l'enfance qu'une certaine situation être critiquée, être ignorée, être surpris, perdre le contrôle était dangereuse, elle reste à l'affût de tout ce qui y ressemble. Et ressembler peut vouloir dire des choses très indirectes, un ton de voix, une certaine expression sur un visage, un silence qui dure une seconde de trop, une situation professionnelle qui rappelle vaguement une dynamique familiale. Les psychologues appellent ça un flashback émotionnel. Ce n'est pas un souvenir visuel que tu revois consciemment. C'est une réponse émotionnelle et corporelle du passé qui se réactive dans le présent. Tu ne te souviens pas de la scène, tu la revis dans ton corps. Et parce que tu ne la reconnais pas comme un souvenir, tu penses que tu réagis à la situation présente, mais tu ne réagis pas à ce qui se passe. Tu réagis à ce que ça rappelle. Il y a une autre dimension de ce mécanisme qu'il faut comprendre. Les flashbacks émotionnels ne s'accompagnent presque jamais d'un souvenir conscient de la scène originale. Ce n'est pas comme au cinéma, où le personnage revoit une scène de son passé en fondu enchaîné. C'est beaucoup plus subtil, et c'est pour ça qu'ils sont si difficiles à reconnaître. Tu sens juste une urgence, une peur, une fermeture, une tristesse qui semble surgir de nulle part. Ton corps a répondu avant que ton cerveau ait pu te dire pourquoi. Et parce qu'il n'y a pas de souvenir visible attaché à cette réponse, tu attribues ce que tu ressens à ce qui se passe là, maintenant, devant toi. C'est le piège. Et c'est pourquoi les mêmes conflits, les mêmes ruptures, les mêmes difficultés semblent se reproduire indéfiniment dans ta vie, pas parce que tu as de la malchance, mais parce que tu continues à répondre à hier dans les situations d'aujourd'hui. Mehdi a 38 ans. Il est chef d'équipe dans une entreprise de logistique à Marseille. Il me disait « Je deviens fou quand quelqu'un arrive en retard à une réunion. Je sais que c'est disproportionné, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Quand on a cherché l'origine de cette réaction, Mehdi s'est souvenu de son père, quelqu'un qui promettait et ne tenait pas ses promesses, qui devait venir le chercher à l'école et n'arrivait pas, qui disait demain et demain ne venait jamais. Le retard d'un collègue n'est pas anodin pour Mehdi. Pour son amygdale, ça ressemble exactement à la trahison d'un père. C'est pas une excuse pour les comportements difficiles. C'est pas je ne peux pas m'en empêcher, donc c'est acceptable. C'est une explication. Et l'explication change tout, parce qu'elle déplace le problème du caractère vers l'histoire. Et l'histoire, contrairement au caractère, peut être travaillée. Il y a une image que j'aime pour décrire ce mécanisme. Imagine que tu conduises une voiture et que sur le tableau de bord, une lumière rouge s'allume en permanence. Un mécanicien médiocre te dirait « coupe le fil qui relie la lumière, problème réglé ». Un bon mécanicien te dit « cette lumière t'indique quelque chose ». Allons voir ce qu'il y a sous le capot. Tes réactions disproportionnées sont des lumières sur le tableau de bord. Elles ne sont pas le problème, elles indiquent le problème. Et le problème est vieux, il est profond, et il attend que tu le regardes. Il y a une pratique que je te suggère d'essayer. La prochaine fois que tu surréagis à quelque chose, plutôt que de te juger ou de te défendre, pose-toi 3 questions dans l'ordre. Première question, est-ce que cette réaction est proportionnelle à ce qui vient de se passer? Si la réponse est non, si tu sens que ce que tu ressens est plus grand que la situation ne le justifie, c'est le signe qu'un flashback émotionnel est en train de se produire. Deuxième question, quel âge ai-je dans cette réaction? Laisse venir une réponse instinctive, pas intellectuelle. Parfois, tu vas sentir quelque chose de très jeune, très vulnérable. Parfois, l'image d'un moment précis va émerger. Troisième question, de quoi cet enfant avait-il besoin, là, dans ce moment-là? Ces 3 questions ne font pas disparaître la réaction, mais elles créent quelque chose d'essentiel. Une distance entre toi et l'automatisme. Et dans cette distance, tu passes de réactif à conscient. C'est un tout petit changement et c'est tout. Si cette idée résonne avec toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ces concepts méritent de circuler. Chapitre 4. Les masques que tu portes. Un enfant blessé ne reste pas passif face à sa douleur. Il développe une stratégie. C'est une intelligence remarquable en réalité. Un enfant qui sent qu'il n'est pas aimé inconditionnellement va très vite identifier ce qui lui attire l'amour conditionnel et il va s'y conformer. Un enfant qui sent que ses émotions sont dangereuses va apprendre à les cacher. Un enfant qui sent qu'il ne contrôle pas, ce qui lui arrive va chercher à tout contrôler. Ces stratégies ne sont pas choisies consciemment. Elles émergent.
et elles fonctionnent pour l'enfant, dans le contexte de l'enfance. Le problème, c'est qu'on les emmène avec soi dans la vie adulte. Longtemps après que le contexte qui les a créés a disparu, le premier masque, c'est celui du complaisant. Il fait tout pour plaire. Il dit oui quand il pense non. Il s'efface dans les conflits. Il met les besoins des autres avant les siens, de façon systématique, pas par générosité, mais par peur. Peur d'être rejeté s'il déçoit. Peur de perdre l'amour s'il prend de la place. En surface, le complaisant semble doux et agréable. En profondeur, il est souvent épuisé, frustré et ressent une colère qu'il n'arrive pas à exprimer. Le deuxième masque, c'est celui du contrôlant. Il anticipe tout. Il planifie. Il a du mal à déléguer. Il vérifie le travail des autres. Il peut paraître efficace et rigoureux, et il l'est. Mais derrière cette efficacité, il y a une anxiété fondamentale. Si je ne contrôle pas tout, quelque chose de mauvais va arriver, ou quelqu'un va me décevoir. Ce masque-là s'est construit sur la blessure de trahison, ou sur une enfance imprévisible, où contrôler ce qui était possible était la seule façon de se sentir safe. Le troisième masque, c'est celui de l'évitant. Il se retire, il dépersonnalise, il intellectualise ses émotions plutôt que de les ressentir. Il est souvent perçu comme froid ou distant, difficile à atteindre, disent ceux qu'il aime. Mais ce n'est pas qu'il ne ressent pas. C'est qu'il a appris très tôt que ressentir était dangereux, que les émotions créaient des problèmes, que disparaître était plus safe que d'être là. Le quatrième masque, c'est celui du performeur. Il réussit, il produit, il est toujours en mouvement, toujours en train d'accomplir quelque chose, et quand il s'arrête, il y a un vide qui lui fait peur. Parce que sa valeur, il l'a appris très tôt, est conditionnelle à ce qu'il produit, pas à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Alors il fait encore et encore. Et il ne sait pas très bien comment exister en dehors de ses accomplissements. Et il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur ces masques. Ils ont tous le même objectif. Éviter de ressentir à nouveau la douleur originale. Le complaisant évite le rejet en ne dérangeant jamais personne. Le contrôlant évite la trahison en ne laissant rien au hasard. L'évitant évite l'humiliation en ne se montrant jamais vraiment. Le performeur évite le sentiment de ne pas valoir assez en étant constamment exceptionnel. Chaque masque est une armure. Et comme toute armure, il protège mais il isole aussi. Il empêche la douleur d'entrer. Mais il empêche aussi le contact réel, l'amour vrai, la connexion profonde. Tu peux pas être vraiment vu si tu portes un masque. Et tu peux pas vraiment aimer quelqu'un si tu ne sors jamais de ton armure. Tu peux te reconnaître dans un de ces masques, ou dans plusieurs. Ou tu peux connaître quelqu'un qui ressemble exactement à l'une de ces descriptions. Ce que je veux que tu retiennes de ce chapitre, c'est une seule chose. Le masque n'est pas toi. Il a été toi, il était nécessaire, intelligent, adapté, mais il n'est pas ton identité. C'est une stratégie. Et les stratégies peuvent être mises à jour. Chapitre 5. La mémoire du corps. Il y a un livre qui a changé la façon dont la psychologie pense le trauma. Il s'appelle « Le corps n'oublie rien » ou dans sa version originale anglaise « The Body Keeps the Score ». Son auteur, Bessel van der Kolk, est un psychiatre qui a passé sa carrière à travailler avec des personnes traumatisées, vétérans de guerre, victimes d'abus, survivants de catastrophes. Et ce qu'il a découvert, après des décennies de travail clinique, remet en question la façon dont on traite la souffrance psychologique. Le trauma ne vit pas seulement dans les souvenirs, il vit dans le corps. Et ça change tout sur la façon dont on peut commencer à guérir. Voici ce qui se passe biologiquement. Quand un enfant ou un adulte vit une expérience traumatisante, le système nerveux déclenche une réponse d'urgence. Adrénaline, cortisol, tension musculaire, hypervigilance. Dans les situations normales, cette réponse s'active puis se désactive. L'animal ou l'humain sort du danger. Son corps tremble pour dissiper l'énergie accumulée et le système nerveux revient à l'équilibre. Mais quand le trauma est répété, ou quand il survient dans un contexte où il n'est pas possible de le traiter, notamment dans l'enfance, où les ressources émotionnelles sont limitées, cette énergie reste bloquée dans le corps. Le système nerveux reste en état d'alerte partielle, même quand le danger est passé. Et cette activation chronique finit par devenir la normalité. Van der Kolk décrit quelque chose que les thérapeutes voient constamment dans leur pratique. Des patients qui peuvent parler de leur trauma en détail, qui peuvent l'analyser, l'expliquer, le contextualiser, et qui pourtant continuent à en souffrir physiquement. Parce que la compréhension intellectuelle d'une expérience ne libère pas nécessairement le corps de la réponse de survie qu'il a encodée. Le récit n'atteint pas l'amygdale. Les mots ne parlent pas aux cellules musculaires. Il faut un autre langage. C'est pourquoi certaines personnes ont des maux de dos inexpliqués, des tensions aux épaules chroniques, un ventre qui se noue régulièrement sans raison apparente, des migraines fréquentes. Ce ne sont pas des inventions. Ce sont des mémoires corporelles, des traces de stress non digérées, stockées dans les tissus, les muscles, le système nerveux autonome. Sophie a 41 ans. Elle est directrice commerciale à Nantes.
Elle m'a dit qu'elle avait une douleur à la gorge qui revenait systématiquement avant chaque réunion importante. Elle avait consulté des médecins, fait des examens, rien de physique. Un jour, en travaillant sur son histoire, elle a réalisé que cette zone-là, la gorge, était liée à quelque chose de très précis. Dans son enfance, chaque fois qu'elle essayait de s'exprimer ou de défendre son point de vue, elle était interrompue ou ridiculisée, ou on lui disait que ce qu'elle pensait ne comptait pas. La gorge, c'est l'endroit où la parole vit. Et son corps se souvenait de ce qu'il coûtait de parler. Voilà pourquoi le simple fait de parler de ses problèmes ne suffit pas toujours à changer quelque chose. Parce que la partie du cerveau qui stocke le trauma émotionnel, l'amygdale, le système limbique, est non verbale. Elle ne traite pas le langage. Elle traite les sensations, les images, les sons, les réponses physiques. Parler de sa souffrance peut créer une compréhension intellectuelle. Mais la guérison réelle passe aussi par le corps. C'est pour ça que des pratiques comme le yoga, la danse, certaines formes de massage, la respiration consciente ou des thérapies comme l'EMDR, la désensibilisation par les mouvements oculaires peuvent débloquer des choses que des années de thérapie verbale n'ont pas atteintes. Pas parce que la parole ne compte pas, mais parce qu'elle ne suffit pas seule quand la mémoire est stockée ailleurs. Il y a une pratique simple, pas une thérapie, juste une pratique que tu peux commencer dès ce soir. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, avant d'essayer de la comprendre ou de la gérer, demande-toi « Où est-ce que je la sens dans mon corps ? Dans la poitrine ? Dans le ventre ? Dans la gorge ? Dans les épaules ?» Nomme juste l'endroit. Observe juste la sensation sans chercher à la changer ou à l'expliquer. Cette simple attention portée au corps crée quelque chose de précieux. Ça réactive le cortex préfrontal, qui s'était déconnecté au moment du déclenchement émotionnel. Tu redeviens présent à toi-même. Et cette présence est le début du travail. Écouter ton corps n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie appliquée. Chapitre 6. Voir l'enfant en toi. Le terme enfant intérieur fait sourire beaucoup de gens. Ça semble ésotérique, sentimental, un peu naïf. Et pourtant, quand on l'aborde avec précision psychologique plutôt qu'avec du vocabulaire New Age, c'est l'un des outils les plus puissants qui existent pour comprendre et transformer ces réactions émotionnelles. L'enfant intérieur n'est pas une métaphore mystique. C'est une façon de désigner la partie de ton cerveau et de ton système nerveux qui fonctionne encore selon les programmes que tu as installés pendant l'enfance. Quand tu surréagis, c'est cette partie qui a pris le contrôle. Quand tu te sens soudainement petit ou perdu ou submergé dans une situation qui ne devrait pas t'affecter autant, c'est cette partie. Et la question n'est pas comment la faire taire. La question est comment lui répondre autrement qu'elle n'a jamais reçu de réponse. Voici un exercice concret. Pense à une réaction récente qui t'a surpris, une émotion disproportionnée, une fuite, une fermeture, une colère, et pose-toi cette question, quel âge avais-je dans cette réaction ? Parfois, quand tu y regardes vraiment, tu sens quelque chose de très précis. Pas l'adulte de 35 ans qui gérait une réunion difficile, mais quelque chose de beaucoup plus jeune. Quelque chose qui avait 5 ans, ou 8 ans, ou 12 ans. Maintenant, pose-toi une deuxième question. Qu'est-ce que cet enfant aurait eu besoin d'entendre dans ce moment-là ? Peut-être tu as le droit d'exister, ou c'est pas de ta faute, ou tu n'as pas besoin de mériter l'amour, ou tu peux ressentir ça, c'est normal. Ou je suis là et tu es en sécurité. Ce que les psychologues appellent le reparentage, se donner à soi-même ce qu'on n'a pas reçu, n'est pas de la pensée positive. C'est un processus neurologique réel. Quand tu accèdes à l'état émotionnel d'une blessure passée et que tu lui fournis une réponse différente, plus sécurisante, plus aimante, tu crées de nouvelles connexions neuronales, tu ne réécris pas le souvenir, tu changes la réponse associée à cet état émotionnel. Antoine a 29 ans. Il est infirmier à Lyon. Il avait une difficulté profonde à demander de l'aide à ses collègues, à ses supérieurs, dans sa vie personnelle. Il souffrait seul, systématiquement, plutôt que de risquer de déranger. En explorant d'où ça venait, il a retrouvé un enfant qui avait appris très tôt que ses besoins étaient un fardeau. Ses parents, débordés, lui avaient souvent dit, avec de la fatigue, pas de la malveillance, « Tu vois bien qu'on est occupé, débrouille-toi ». Et cet enfant avait conclu, « Mes besoins dérangent. Je dois me suffire à moi-même ». La transformation pour Antoine n'est pas venue d'une décision intellectuelle de demander plus d'aide. Elle est venue d'un moment où il a pu voir cet enfant vraiment le voir, avec toute la peine qu'il portait, et lui dire quelque chose de simple. Tu avais le droit d'avoir besoin. Tu n'étais pas un fardeau. Tu étais juste un enfant. Ce moment ne change pas tout d'un coup, mais il change quelque chose. Et quelque chose, c'est le début. Il faut aussi parler de ce que le reparentage n'est pas. C'est pas de se dire que tout allait bien dans son enfance. Ce n'est pas de pardonner à la force, avant d'être prêt. Ce n'est pas de minimiser ce qui s'est passé.
c'est de tenir deux vérités en même temps. Ce que tu as vécu était réel et a eu des conséquences réelles, et tu as maintenant une capacité que tu n'avais pas enfant, la capacité de te donner ce dont tu avais besoin. Les thérapeutes qui travaillent avec l'enfant intérieur parlent souvent de double conscience, la capacité d'être simultanément dans l'état émotionnel de l'enfant et dans la conscience rassurante de l'adulte. C'est cette double conscience qui permet la guérison. Pas fuir l'enfant, pas être submergé par lui, mais le tenir, le voir, l'entendre, lui répondre depuis la stabilité de qui tu es devenu, c'est un travail, un vrai travail. Mais c'est un travail qui rapporte. Chapitre 7, réécrire le programme. On arrive maintenant à la question que tout le monde pose et que personne ne pose correctement, est-ce qu'on peut vraiment changer? La réponse courte est oui. La réponse précise est oui, mais pas de la façon dont tu l'imagines probablement. Il faut d'abord défaire une croyance très répandue dans le domaine du développement personnel. L'idée qu'on peut guérir ses blessures d'enfance uniquement par la prise de conscience et la volonté. Maintenant que je sais, je peux changer. Cette croyance est compréhensible et partiellement vraie. La conscience est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que les réactions émotionnelles automatiques ne sont pas stockées dans le cortex préfrontal, la partie consciente, rationnelle de ton cerveau. Elles sont stockées dans des structures plus profondes, plus anciennes, qui ne sont pas accessibles par la seule réflexion. Tu peux comprendre intellectuellement que tu réagis depuis une blessure d'enfance et continuer à réagir exactement de la même façon. La compréhension ouvre une porte. Elle ne franchit pas la porte à ta place. Il faut autre chose. Il faut de la répétition, de la pratique, de l'expérience émotionnelle corrective, des moments où tu fais l'expérience de quelque chose de différent de ce que ton passé t'avait appris à attendre. La guérison émotionnelle ne ressemble pas à une ligne droite qui monte. Elle ne ressemble pas non plus à une révélation soudaine après laquelle tout est différent. Elle ressemble à ça. Tu réagis encore, mais tu te vois réagir. Et ensuite, tu te vois de plus en plus vite. Et ensuite, tu commences parfois à faire une pause avant de réagir. Et puis parfois, dans certaines situations, la réaction ne vient plus du tout. C'est lent, c'est non linéaire, mais c'est réel. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier, est l'une des découvertes les plus importantes des dernières décennies. Pendant longtemps, la science pensait que le cerveau adulte était fixe. Aujourd'hui, on sait que le cerveau reste plastique toute la vie. Les connexions neuronales qui sous-tendent tes réactions émotionnelles automatiques peuvent être modifiées, pas effacées, modifiées. On ne supprime pas un programme, on en installe un nouveau qui, avec le temps et la répétition, devient plus fort que l'ancien. Comment ça se passe concrètement? En deux temps. Premier temps, la conscience. Voir ce qui se passe en toi en temps réel. Pas pour te juger, pour témoigner. Il y a une différence entre je suis en colère et je remarque que quelque chose en moi est en colère. La première formulation t'identifie à l'émotion. La seconde crée un espace entre toi et l'émotion. Et cet espace est l'endroit où le choix devient possible. Deuxième temps, la réponse différente. Pas nécessairement un comportement différent, parfois juste une interprétation différente. Se demander, est-ce que je réagis à ce qui se passe vraiment ou à ce que ça me rappelle? Donner à la situation présente le bénéfice du doute que tu n'aurais jamais pu donner à la situation passée. Dire à la partie de toi qui a peur, je t'entends. Mais cette fois, ce n'est pas la même chose. Inès a 36 ans. Elle est enseignante à Paris. Elle avait une peur panique de l'abandon, elle le savait, elle pouvait le nommer, mais nommer ne suffisait pas. Ce qui a changé quelque chose pour elle, c'est quand elle a commencé à faire une chose précise. Chaque fois qu'elle sentait monter l'anxiété de l'abandon quand un ami ne répondait pas vite, quand son compagnon était silencieux, elle s'arrêtait et elle se disait « L'adulte que je suis maintenant est capable de gérer le silence. Je ne suis plus l'enfant qui attendait que quelqu'un revienne. Ce n'est pas une formule magique, c'est un réentraînement. Répété, patient, parfois 2 pas en avant et 1 en arrière, et les recherches en neurosciences soutiennent ce processus. Des études d'imagerie cérébrale sur des personnes ayant suivi des thérapies cognitives comportementales ou des thérapies orientées vers le trauma montrent des changements mesurables dans l'activité de l'amygdale, réduction de la réactivité aux stimuli déclencheurs. Le cerveau change, vraiment. Pas en quelques semaines, mais en plusieurs mois de travail cohérent, oui. Y a un dernier point sur la guérison que je veux aborder, parce qu'il est souvent mal compris. Guérir ne veut pas dire ne plus jamais souffrir, ne plus jamais être déclenché, atteindre un état de sérénité permanente où le passé ne fait plus mal. Ce n'est pas ça. Et cette attente irréaliste fait beaucoup de mal parce qu'elle amène les gens à se dire qu'ils n'ont pas assez travaillé sur eux-mêmes, qu'ils ne progressent pas, qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé en eux. Guérir, c'est développer une relation différente avec ce qui se passe en toi.
C'est passer de je suis envahi à je remarque que quelque chose en moi est déclenché. C'est passer de pourquoi je suis comme ça à je comprends d'où ça vient. C'est passer de la honte à la compréhension et de la compréhension à la compassion envers toi-même. Ce chemin-là est concret, il est documenté, il est accessible et il commence exactement là où tu es. Le programme peut être réécrit, pas en appuyant sur Reset, en écrivant lentement, patiemment de nouvelles lignes de code. Chapitre 8. Les relations comme miroir. Il y a un phénomène que les psychanalystes ont identifié il y a plus d'un siècle et que la psychologie moderne a confirmé avec des données empiriques. On choisit nos partenaires amoureux, amicaux, professionnels en reproduisant les dynamiques émotionnelles de notre enfance. C'est pas du masochisme, c'est pas de la stupidité, c'est de la familiarité. Le cerveau humain est câblé pour trouver familier ce qui est connu. Et ce qui est connu, profondément connu dans les couches non conscientes, c'est ce que tu as vécu dans ta famille d'origine. Si tu as grandi avec un parent distant et critique, le distant et le critique te semblera familier, et la familiarité est souvent confondue avec l'attraction, avec le sentiment de rentrer à la maison. Si tu as grandi avec de l'imprévisibilité, une relation stable peut te sembler ennuyeuse pendant que l'instable t'attire. Ce mécanisme a un nom, la compulsion de répétition. Et il est inconscient. Tu ne te dis pas je vais chercher quelqu'un qui me blessera comme j'ai été blessé. Ton système nerveux le fait à ta place, avant que ton cortex préfrontal ait eu son mot à dire. Il y a une observation que les thérapeutes font régulièrement et qui illustre ce mécanisme parfaitement. Des personnes qui ont grandi avec un parent alcoolique épousent très souvent des partenaires qui développent des problèmes d'alcool. Des personnes dont un parent était émotionnellement absent se retrouvent attirées vers des partenaires peu disponibles. Des personnes qui ont été dominées dans l'enfance ont tendance à se retrouver soit dans des relations où elles dominent, soit dans des relations où elles sont à nouveau dominées. Le scénario change, les personnages changent, mais la structure émotionnelle de la pièce reste la même. Ce n'est pas une condamnation, c'est un signal. Et comme tout signal, sa valeur tient dans ce qu'on en fait. Mais voici l'aspect contre-intuitif et c'est important. La compulsion de répétition n'est pas seulement destructrice, elle est aussi une tentative de guérison. Quand tu te retrouves dans une relation qui rappelle ta blessure d'enfance, quelque chose en toi espère inconsciemment que cette fois, le scénario va se terminer différemment, que cette fois le distant va finalement s'ouvrir, que cette fois le critique va finalement t'approuver, que cette fois tu vas obtenir ce dont tu avais besoin et que tu n'as pas eu. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une tentative désespérée de boucler une boucle qui ne s'est jamais fermée. Le problème, évidemment, c'est que ça ne marche presque jamais de cette façon. On ne guérit pas une blessure d'enfance en trouvant quelqu'un qui reproduit exactement la dynamique blessante, même si cette personne finit par changer. On guérit en comprenant la blessure, en la nommant et en apprenant à choisir différemment. Et utiliser tes relations comme outil de diagnostic, c'est précisément ça. Quand quelqu'un te déclenche de façon disproportionnée, quand une personne en particulier te fait ressentir quelque chose d'intense que tu ne t'expliques pas, c'est de l'information. Pas sur cette personne, sur toi. La question n'est pas pourquoi est-ce que cette personne me fait ça, la question est qu'est-ce que cette réaction me dit sur moi, sur ce que je porte, sur ce dont j'ai encore besoin. Il y a aussi quelque chose de libérateur dans cette perspective. Quand tu comprends que tes réactions les plus difficiles sont ancrées dans ton histoire, plutôt que causées par les personnes présentes, tu peux arrêter de les blâmer autant. Et tu peux arrêter de te blâmer toi aussi. C'est pas lui qui te rend fou. C'est pas elle qui est impossible à aimer. C'est un enfant en toi qui réagit à quelque chose d'ancien et qui a besoin d'une réponse différente de celle qu'il a toujours reçue. Ça ne veut pas dire rester dans des relations toxiques au nom du travail sur soi. Ça veut dire faire la différence entre ce qui appartient à l'autre et ce qui t'appartient. Et cette distinction claire, honnête, sans complaisance, est l'une des choses les plus difficiles et les plus précieuses qu'on puisse apprendre. Et parfois, pas toujours. Mais parfois, la réponse à cette question est la chose la plus utile que tu puisses recevoir d'une relation difficile. Conclusion. Ce que tu peux faire maintenant. On a traversé beaucoup de choses dans cet audiolivre. On a parlé de neurologie, de blessures, de masques, de mémoire corporelle, de l'enfant intérieur, de neuroplasticité, de relations. C'est beaucoup. Et peut être que certaines parties ont résonné plus fort que d'autres. Peut être que tu as reconnu quelqu'un que tu aimes dans une description. Peut être que tu t'es reconnu toi-même d'une façon qui a été inconfortable. C'est bien. L'inconfort signifie que quelque chose a été touché et quelque chose qui est touché peut commencer à bouger. Mais avant de te donner les derniers mots, je veux qu'on s'arrête une seconde sur quelque chose d'important. Traverser ces chapitres ne veut pas dire que tu dois maintenant tout analyser,
que chaque émotion doit être disséquée, que chaque relation doit être passée au scanner de ta blessure d'enfance. C'est pas ça la guérison. C'est pas transformer ta vie en un projet d'auto-analyse permanente. La guérison ressemble plutôt à ça. Tu vis ta vie et de temps en temps, dans un moment de conflit, dans une période de tristesse, dans une situation où tu réagis plus fort que prévu, tu te souviens de ce que tu sais maintenant et cette mémoire crée un espace. Et cet espace crée une possibilité. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas réécrire ton enfance. Tu ne peux pas faire en sorte que ce qui s'est passé ne se soit pas passé. Tu ne peux pas changer les adultes qui étaient autour de toi, leurs limites, leurs blessures à eux, ce qu'ils ne savaient pas donner. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux regarder l'enfant que tu étais avec les yeux que personne ne lui a donnés à ce moment-là, avec de la compréhension, avec de la bienveillance, avec la certitude qu'il faisait exactement ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et tu peux commencer à faire la différence lentement, imparfaitement, avec des rechutes et des progrès en alternance entre ce qui t'appartient vraiment et ce qui appartient à une histoire qui n'est plus la tienne. Ce que tu portes n'est pas une condamnation, ce sont des données. Et les données peuvent être comprises. Et comprendre, même sans tout changer d'un coup, change quelque chose. Parce que quand tu vois le mécanisme, t'en es plus entièrement prisonnier. Il y a un espace, et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. La prochaine fois que tu surréagis, et ça arrivera, parce que c'est humain, essaie de te poser cette question avant de chercher une explication dans la situation présente. Quel âge ai-je là dans cette réaction? La réponse à cette question est le début d'une conversation avec toi-même que tu aurais dû avoir il y a longtemps. Il n'est pas trop tard, il ne l'est jamais vraiment. Et si une seule chose de cet audio-livre reste avec toi, que ce soit celle-ci, tu n'es pas cassé. Tu n'as jamais été cassé. Tu as été formé par des expériences difficiles, dans un cerveau qui enregistrait tout sans filtre, avec les ressources limitées d'un enfant. Et cet enfant a fait exactement ce qu'il fallait faire pour survivre dans le contexte qui était le sien. L'adulte que tu es maintenant peut faire davantage. Pas parce que tu es plus fort, parce que tu comprends ce que cet enfant n'avait pas les moyens de comprendre. Et cette compréhension, même incomplète, même encore en chemin, est déjà une forme de liberté. Si cet audiolivre t'a donné envie d'aller plus loin, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Ces idées méritent de circuler librement. Elles ont le pouvoir de changer quelque chose chez les gens qui les entendent au bon moment. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Prends soin de toi.